Alors bonjour, bienvenue sur le stand du Labo 24. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir David Lemos, qui est journaliste, présentateur et commentateur sportif. Alors David Lemos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commentateur sportif, donc, et première question, d'où est-ce que vous vient cette passion pour le sport et cette envie de le commenter? Bon, ça me vient d'abord de mon intérêt pour le sport que je suis depuis tout petit. Ça commence toujours avec le papa, enfin toujours, souvent avec le papa qui nous emmène au match. C'était le cas pour moi dès l'âge de 8-9 ans au Lausanne Sport, au Lausanne Hockey Club, puisque je suis de Lausanne. Donc voilà, après l'intérêt pour les sports en lui-même, l'intérêt pour les résultats, c'est quelque chose que j'ai développé, les classements, les joueurs, les transferts, c'est quelque chose qui vous prend sans forcément avertir. Mon père, il aime bien le sport, mais sans plus. Moi, je me suis très vite passionné. J'en ai fait aussi du foot, j'ai arbitré, j'ai entraîné, et puis après le sport, on le regarde à la télévision. Et le déclic, en fait, pour moi, ça a été un concours qui existait jusqu'au début des années 2000, qui s'appelle le concours du jeune commentateur sportif, qui était organisé à l'époque par la TSR, ancien nom, et le Musée Olympique. Et si on avait entre 18 et 25 ans, on pouvait s'inscrire, envoyer une petite lettre de motivation. Ils ont sélectionné 25 et on allait, les 25, participer à une journée au Musée Olympique où chacun commentait 4 à 5 minutes d'un événement sportif. Et moi, je l'ai fait en 1998. C'était il y a longtemps, j'avais 18 ans et j'ai gagné. Et ça sortait vraiment de nulle part pour moi. Mais forcément, du coup, quand dans le jury, il y a des journalistes sportifs que vous admirez, ça vous motive et ça m'a un petit peu lancé sur cette voie. Et est-ce qu'il y a un commentateur ou un journaliste qui vous a inspiré pour faire ce métier? Question piège. Est-ce que je dois citer à tout prix des gens qui étaient à la TSR? Non. Je sais pas forcément. J'aimais beaucoup Thierry Gilardi, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui était à Canal+, et puis à TF1. C'était quelqu'un qui, je trouvais, mélangeait beaucoup et bien ses connaissances et son enthousiasme. Parfois, il peut arriver que certains aient trop de l'un, pas assez de l'autre, et lui, je trouvais qu'il avait l'équilibre parfait. Et sinon, actuellement, j'ai comme modèle mon collègue Philippe Fonbourg, qui commente l'équipe de Suisse depuis maintenant plusieurs années et qui est quelqu'un qui m'apprend beaucoup. Et lorsque vous étiez jeune, vous étiez quel genre d'adolescent? Vous étiez plutôt le fêtard, le sportif, le geek? Quel type d'adolescent j'étais? Je pense que j'étais un mélange entre sportif et geek, mais je crois pas que j'étais pas un fêtard. Ça c'était pour mes autres copains de classe. Moi j'aimais beaucoup le foot, comme je le disais. Il y avait une période où j'entraînais une équipe tout en jouant, une autre période où où je jouais et j'arbitrais. Donc j'ai fait ça pendant entre peut-être 16 et 20 ans. Et puis un petit peu geek quand même. Ça c'est resté un petit peu ça. Et quels sont les sports que vous pratiquiez et ceux que vous pratiquez encore aujourd'hui? Alors les sports que je pratiquais, j'en ai essayé beaucoup avant d'en trouver un qui me plaisait, mais mes parents, je pense, voulaient pas forcément que je parte dans le football. Ils ont essayé d'être un peu originaux, ils m'ont fait faire du judo. Non, ça n'a pas marché. Le hockey n'a pas marché, même si j'adore le hockey, j'adore regarder du hockey, j'en ai commenté longtemps aussi, mais pour y jouer, ça ne marchait pas. Le foot, ça a tout de suite pris. Donc j'ai joué au foot durant toute mon adolescence, jusqu'à encore 23-24 ans. Et une fois que j'étais dans le métier de journaliste sportif, c'est devenu compliqué d'être dans une équipe de foot, vu nos horaires de travail, souvent le soir, souvent le week-end. C'est pas très compatible. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est plutôt de la course à pied, où là, je peux aller quand ça me chante, quand j'ai le temps.
Et vous êtes commentateur donc, et la voix est quelque chose de très important. Est-ce Oui. que vous avez pris des cours pour la travailler ou alors c'est quelque chose de naturel? Oui, j'ai pris des cours dans le cadre de la formation de journaliste, que ce soit en radio ou en télévision. On prend des cours de pose de voix. Mais ça a jamais... Et puis évidemment, quand j'ai commencé en radio, à la fin des années 90, début des années 2000, les personnes qui m'ont fait confiance m'ont fait faire des exercices. Mais c'était organisé sur le moment, comme ça. Il n'y avait pas de... À part 2 ou 3 cours dans le cadre vraiment de mes études, de ma formation de journaliste, non. C'est quelque chose que, à force de pratiquer sur le tas, vous prenez ou des bonnes ou des mauvaises habitudes. J'espère en avoir pris des bonnes. Et lorsqu'un match est vraiment ennuyeux, est-ce que c'est dur parfois de rester enthousiaste, de continuer à parler, de trouver de la matière? Des fois c'est difficile, ouais. Des fois c'est difficile. Ce sont même les matchs les plus difficiles à commenter. Les matchs avec beaucoup de buts, avec plein d'occasions, plein d'événements, sont relativement faciles à commenter parce que vous avez tellement de spectacles sous les yeux que vous ne faites que décrire ce que vous voyez. Lorsque c'est un petit peu plus ennuyeux, il faut aller chercher dans les anecdotes, où il faut raconter des histoires, et il y a toujours une limite. On a toujours les gens qui nous écoutent nous reprochent 2 choses, et qui sont souvent contradictoires. Quand on ne fait que décrire ce que l'on voit, on nous reproche de ne pas assez nous engager, de ne pas assez donner notre avis, de ne pas assez analyser. Et mais j'ai aussi des gens qui me disent ton job c'est pas d'analyser, je m'en occupe tout seul, décris ce que tu vois. Donc j'essaie toujours de trouver un juste milieu entre les deux. Et il y a certains matchs qui ne me facilitent pas la tâche. Et on dit souvent que soit un journaliste soit trop enthousiaste ou soit trop calme. Alors comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre l'énergie qu'on a en nous finalement et celle qu'on offre aux téléspectateurs? Alors je sais pas déjà je sais pas si je peux prétendre avoir réussi cela. L'enthousiasme pour le football, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de simuler. J'ai le même plaisir, la même passion à être à Rome mercredi et à Münzingen comme je le serai dimanche. Donc voilà, ça, j'ai pas besoin de me forcer à avoir du plaisir à commenter ou à faire croire aux gens que j'ai du plaisir à le faire. Par contre, je pense des fois il y a une limite peut-être à pas dépasser parce que si on en fait trop, ça va se voir aussi. Donc je le fais comme je le sens en fait. Et puis tant pis. Et est-ce que pour être commentateur, vous pensez qu'il est plus important d'avoir des bonnes connaissances techniques sur le sport ou alors plutôt d'avoir des commentaires énergiques? Je pense qu'il faut être à l'aise avec la parole, avec le fait de s'exprimer sans discontinuer, de raconter. Je pense que c'est plutôt là, il faut être confortable avec la langue qu'on parle. Les analyses techniques, tactiques, c'est un plus. C'est évident qu'il faut comprendre quelque chose au jeu qu'on commente, mais on a des consultants pour ça. J'attends d'un consultant qu'il apporte cette touche-là. Moi, je vais surtout essayer d'être béton sur mes connaissances, sur les joueurs qui sont sur le terrain et sur ma façon de faire vivre le match qui elle, n'appartient qu'à moi, en fait. Et durant les matchs, vous êtes dans les tribunes, mais est-ce que vous arrivez quand même à aller voir des joueurs, à échanger avec eux? Alors en Suisse, oui. En Suisse, c'est tout à fait possible. On arrive tôt. On arrive souvent plus de 2 heures avant le match au stade. Donc on a l'occasion d'aller discuter un petit peu avec les entraîneurs, de croiser un ou deux joueurs, même si la tendance malheureusement est de plus en plus à nous couper
des joueurs et des entraîneurs. On les rencontre dans le cadre de conférences de presse qui sont à telle heure, qui durent tant de temps, et il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans la communication, qui sont dans ces clubs et pour qui l'échange entre un journaliste et un joueur est potentiellement dangereux. Parce que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on fait de moins en moins confiance aux journalistes. On pense que ce qu'un joueur va dire aux journalistes va être réutilisé, va être déformé, va être transformé parfois. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais on a quand même une relation assez saine avec les acteurs du football sans tomber dans la complicité et l'amitié, parce que là ça devient problématique. Parce que si on est ami avec un joueur, comment est-ce qu'on va le traiter, comment est-ce qu'on va commenter sa performance au match d'après, et lui, est-ce qu'il ne va pas nous reprocher d'avoir dit qu'il a fait un mauvais match, alors que pourtant on est potes dans la vie, pourquoi tu dis ça? Donc ça, c'est une limite que je franchis pas, mais le contact est en général plutôt bon. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, à ce niveau-là de compétition, c'est impossible, pratiquement impossible d'avoir accès aux joueurs. Et quelle est la rencontre avec un sportif qui vous a le plus marqué? Celle qui m'a le plus marqué, je pense que c'était Johan Cruyff, que je ne sais pas si tu connais. Oui, tu connais. C'est un ancien très grand joueur, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, qui est ensuite devenu un entraîneur à succès à Barcelone, qui a été à la base du jeu que l'on connaît aujourd'hui au FC Barcelone. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer. C'est une personne avec qui on pourrait parler de football pendant des heures et des heures, et qui nous en apprend à chaque phrase qu'il prononce, et qui est fascinant. C'est vraiment quelqu'un de fascinant, Johan Cruyff, et je pense que c'est la personnalité la plus marquante dans le sport avec qui j'ai eu la chance de parler. Et vous avez vécu beaucoup d'événements sportifs. Si vous deviez en garder qu'un, lequel ce serait? Que j'ai vécu ou que j'ai commenté? Les deux. Les deux, d'accord. Bon, que j'ai commenté, celui qui m'a le plus marqué, c'était Turquie-Suisse en 2005. Barrage de qualification pour la Coupe du Monde 2006. Je travaillais encore à la radio à l'époque, Rouge FM, et j'avais commenté le match en direct. C'était le match qui avait permis à la Suisse de se qualifier pour la Coupe du Monde. Dont vous vous souvenez peut-être des circonstances, une défaite 4-2, mais comme ils avaient gagné 2-0 à l'aller, ça avait suffi pour se qualifier, mais c'était dans un stade en folie furieuse. Ça s'était terminé avec les Suisses sprintant vers leur vestiaire et se faisant agresser dans les couloirs par des joueurs, par des stewards. Mais les émotions du match m'ont vraiment marqué, et je m'en souviendrai toujours. Sinon, comme spectateur, j'ai eu la chance de voir la finale de la dernière Coupe du Monde. Et ça, c'est un souvenir merveilleux, parce que le cadre, tout était beau ce jour-là. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être à Lille pour la finale de la Coupe Davis. Ça, c'était pas mal aussi. Et à la RTS, vous êtes très actif dans le football. Est-ce que vous avez envie d'aller vers d'autres sports? Oui, bien sûr. À la RTS, on a, pour chaque sport majeur, si vous voulez, c'est-à-dire des sports qu'on va souvent diffuser en direct, on a un ou plusieurs spécialistes qui sont susceptibles de le commenter en direct. C'est le cas pour le football, pour le hockey, pour le tennis, pour le ski, la Formule 1, la moto. C'est des sports qu'on diffuse régulièrement en direct, et chacun de ces sports a son ou ses commentateurs. Mais de manière générale, on est tous censés être capables de faire un résumé de 1, 2, 3 minutes de n'importe quel sport. Donc voilà, le sport que je commente en direct, effectivement, c'est le football. J'aurais de l'intérêt à en faire d'autres. Le deuxième sport qui m'attire le plus, et c'est le sport que j'ai aussi commenté pendant des années, j'en parlais avant, c'était le hockey sur glace. Voilà, nous on a une politique qui fait qu'on ne peut pas être et commentateur de foot et de hockey sur glace. Ce sont les deux sports d'équipe principaux en Suisse, et à raison, je pense, notre rédaction en chef pense qu'on peut
où on est associé pour les gens au foot, où on est associé au hockey sur glace, et c'est pas forcément une bonne idée de mélanger. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, même si j'aime beaucoup le hockey, je suis content d'être dans le foot et le hockey ne me manque pas plus que ça. Je vais le voir à la patinoire, ça me va aussi. Et durant les matchs, les commentateurs, ils ont la chance de revoir les ralentis. Alors est-ce que vous Le pensez... téléspectateur aussi. Oui, exactement. Mais est-ce que vous pensez que les commentateurs devraient se positionner sur est-ce que l'arbitre est bon ou pas, ou rester plus neutre? Alors déjà, il faut savoir qu'il peut arriver. Donc quand on commente, l'idée est évidemment, même si on est dans le stade et qu'on regarde avant tout le terrain, on a un moniteur qui nous permet d'avoir à l'image ce que le téléspectateur a chez lui, ce qui est logique. Si j'avais pas les ralentis, ce serait pas jouable. Mais parfois, il m'est arrivé, par exemple, d'être dans une configuration où le soleil tapait sur mon moniteur et je voyais pas bien les ralentis. Donc l'ironie était que je voyais moins bien que le téléspectateur sur son écran géant. Donc tout d'un coup, j'étais entre guillemets mal placé pour revenir sur une action de jeu. Mais là aussi, si je commence à me plaindre à l'antenne, oui, mais vous comprenez, j'ai le soleil qui tape sur mon écran, c'est pas pratique. On va me dire, t'es dans le stade, t'as la chance d'être sur l'événement, tu vas pas encore te plaindre du soleil qui tape sur ton écran. Bon, ça c'est une parenthèse. Pour répondre à la question, oui, je pense que ça fait partie de notre travail de connaître les règlements et d'avoir un avis. Qu'après le téléspectateur peut ne pas partager. Mais on a un avis, on a un avis de journaliste, parce qu'avant d'être commentateur, on est journaliste. Et notre métier, c'est de connaître les règles, c'est de connaître le football, et donc d'être appelé à poser un jugement, qui peut parfois être faux, mais on doit oser le faire, oui. Et pour la vidéo dans le football, est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose, ou est-ce que ça va au pire aggraver la situation parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur les ralentis? Je suis un peu rétrograde, moi, sur ce terrain-là. Je ne suis pas du tout persuadé que la vidéo pourrait être la solution à tous les problèmes. On le voit dans chaque match. Toute action peut être interprétée de manière différente selon l'angle dans lequel on se place. 50% des gens vont avoir un avis différent sur pourtant les mêmes images. Donc, je pense que ça ferait qu'aggraver les choses pour cette certaine situation. Par contre, je pense que la technologie peut apporter beaucoup dans le football. La technologie sur la ligne de but est une excellente initiative. Après, je sais pas. Je sais pas quel est le bon moyen d'introduire, parce que c'est vrai, dans le même temps, on a parfois des décisions lourdes de conséquences sur un match. Et on se dit qu'avec les intérêts qui sont en jeu, il serait normal que l'arbitre ait pu avoir les meilleurs moyens de donner de prendre une bonne décision. Donc je ne suis pas capable de dire quelle est la bonne solution, mais je pense que tout abus pourrait être problématique. On va parler maintenant un peu d'actualité. Alors les clubs suisses, ils ont connu une campagne européenne assez compliquée. Est-ce que vous pensez que ça va toucher durablement le football suisse par rapport notamment au classement UEFA? Là, cette saison? Oui. Oui, c'est une saison qui est mal partie, puisqu'il ne reste plus que deux clubs sur les 5 qui étaient engagés au départ. Donc potentiellement, ce serait une saison faible en termes de points pour ce fameux index UEFA, qui est celui qui détermine chaque année combien de clubs peuvent participer aux Coupes d'Europe. Bon, Bâle et Sion ayant gagné hier, ça va peut-être permettre, s'ils continuent comme ça, de limiter les dégâts. Donc au final, je pense que ce ne sera pas si catastrophique, sachant que il faut, pour ces calculs et pour déterminer combien de clubs sont qualifiés pour la prochaine saison de Coupe d'Europe, on prend toujours en compte les 5 dernières saisons. Donc sur la moyenne, pour le moment, la Suisse est plutôt bien. Donc au final, je ne suis pas si inquiet que ça. Et l'année prochaine, ce sera l'Euro. Est-ce que vous êtes confiant sur les résultats de l'équipe de Suisse? C'est un peu compliqué avec cette équipe parce qu'elle a
on peut sentir le potentiel qui existe dans cette équipe. La qualité individuelle des joueurs de l'équipe de Suisse n'a sans doute jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui, vraiment. En plus, elle a un bel avenir devant elle parce que la plupart ont moins de 25 ans. Donc vraiment, potentiellement, il y a de quoi participer aux prochaines grandes compétitions, Coupe du Monde, Euro, assez facilement et se qualifier assez facilement. Mais parfois, on est un petit peu déçu par l'état d'esprit, par le temps dont elle a besoin pour se mettre en route. On a des fois l'impression qu'il faut qu'elle soit au pied du mur pour tout d'un coup trouver enfin la jouerie qu'elle devrait avoir depuis la première minute. Donc voilà, j'ai l'impression qu'elle est toujours un petit peu en construction, qu'elle souffre de ses défauts de jeunesse et qu'elle a besoin d'un peu de maturité en fait. Mais je pense qu'il y a de quoi être assez confiant, oui. Et en Super League, on a maintenant plus qu'un club roman, le FC Sion. Qu'est-ce qui manque finalement au foot roman pour pouvoir revenir dans l'élite et y briller? Il manque beaucoup de choses parce que c'est tout le foot roman qui est un petit peu à la traîne dans ce pays. On parlait de l'équipe de Suisse, la dernière équipe de Suisse, au coup d'envoi, aucun titulaire était roman pour la première fois. Donc tout le football roman est en retard aujourd'hui. Il y a de nombreuses raisons qui seraient trop longs de tenter d'expliquer aujourd'hui, mais je pense que ça commence dans la structure même des clubs. En Suisse alémanique, à Saint-Gall et à Thun, rien qu'au départ, l'organisation fonctionne. Chacun est dans son rôle. Il y a un président, il y a un directeur sportif, il y a un entraîneur et personne n'empiète sur le territoire des uns et des autres. Et on a confiance dans le directeur sportif. L'entraîneur a une certaine liberté pour faire son travail. Et chez nous, tout le monde se mêle de tout. Alors à Sion, ça fonctionne parce qu'il y a un président qui a beaucoup d'argent, mais c'est la seule raison. C'est parce que Christian Constantin est capable de verser de très grands salaires à des joueurs et ainsi à les attirer. C'est que pour ça que Sion est en Super League et joue bien en Super League. Mais voilà, on ne va pas revenir sur les problèmes de Neuchâtel-Xamax ces dernières années. On a vu Servette qui a failli tomber en faillite à nouveau. À Lausanne, on a l'impression que c'est quand même assez fragile. Il n'y a pas de direction sportive, il n'y a pas de vision à long terme. Donc, ouais, en ce moment, c'est assez problématique. Et ça ne va pas être résolu de sitôt, à mon avis. D'accord. Et le football, il a connu ces dernières années des grosses affaires qui ont entaché son image, notamment l'affaire de la FIFA. Est-ce qu'il garde malgré tout encore une certaine crédibilité? Le football, il aura toujours sa crédibilité. Ceux qui le dirigent un petit peu moins, mais le football continuera de passionner. Il n'y a pas de sport qui rassemble autant que le football, qui draine autant de millions de personnes, qui passionne autant de gens dans le monde entier. Donc cette force-là, cette capacité d'attraction-là, elle n'est pas prête de disparaître. Par contre, vous avez remarqué, lorsqu'on parle de la FIFA, pratiquement le monde entier parle de corruption et se moque de la FIFA, mais c'est jamais le football en tant que tel qu'on moque. Ce sont ses dirigeants. Donc, j'espère que le nettoyage de la FIFA qui est en cours, il y a encore des derniers développements aujourd'hui, va se poursuivre, mais je ne me fais pas de soucis pour le football en lui-même. Vous disiez là que le football gardera toujours ses adeptes, ses supporters. Finalement, qu'est-ce qu'il a ce sport en plus des autres? Ça, c'est une bonne question. Shooter dans un ballon, j'ai l'impression c'est le geste le plus naturel d'un bébé. À peine il commence à marcher, si vous lui mettez un ballon, il va avoir l'instinct naturel de shooter dedans. Et je pense que ça commence là. C'est un sport aussi qui
qui est présent dans toutes les régions du monde. Vous remarquerez que beaucoup de sports d'équipe sont populaires dans certains pays, dans certaines régions du monde, mais pas dans d'autres. La Coupe du monde de rugby va commencer. Il y a peut-être moins de 20 pays qui jouent au rugby sérieusement dans le monde. Le hockey sur glace, ça se trouve, il y en a encore moins. Le basketball n'existe pas du tout dans certaines régions du monde. Le football, il est partout. Le football est absolument partout, dans des cultures qu'on pensait imperméables à ce sport. Imaginez, même les Américains maintenant commencent à vraiment s'y intéresser. Et ouais, j'arrive pas à me l'expliquer, je le constate simplement. Et aujourd'hui, le sport suisse connaît des années très fastes, avec notamment dans le tennis, Stanislas Wawrinka, Roger Federer. On a eu en ski de fond Dario Colonia, en ski Simon Hamann. Est-ce que vous êtes confiant pour la relève du sport suisse ? Bon, ce qui est assez remarquable, c'est que lorsqu'on voit ces sportifs, on constate que la plupart ont grandi un peu seuls, hein, se sont développés un petit peu de leur côté, souvent en faisant d'autres sports, en ne laissant pas tomber les études, comme on peut le voir dans d'autres pays, hein, où il y a vraiment des politiques autour du sport où on enrôle des centaines, parfois des milliers de jeunes pour former des futurs sportifs professionnels. Et ils sont vraiment programmés pour ça. Et en Suisse, on a cette exception qui fait que on a des sportifs effectivement qui grandissent, qui se développent dans plein de sports différents, sans qu'il y ait forcément une volonté politique derrière. Et je crois que c'est ce qui fait un peu la force de ce pays. Et c'est aussi, lorsqu'on voit tous ces sportifs, ce sont tous des exemples. Ils ont tous, la plupart, ils sont intelligents, ils parlent plusieurs langues. Ils se reconvertiront sans aucun problème après leur carrière. Vous le disiez, des Federer, des Hamann, des Colonia, ce sont avant tout des personnalités fortes et exemplaires, quoi. Et je pense qu'on en aura toujours. Et qu'on n'aura peut-être plus de Federer, mais des champions, on continuera d'en avoir. Peut-être aussi parce que maintenant, l'accent est un petit peu plus mis sur la détection de ces jeunes joueurs, dans le football particulièrement. Depuis le début des années 2000, le football suisse a fait d'énormes progrès dans la détection et dans la formation des jeunes joueurs. Et dans les personnalités sportives suisses, c'est laquelle qui vous a le plus touché, que vous avez rencontré ? Bon, bah évidemment, même si j'ai jamais eu de longs entretiens avec lui, je crois que le Federer ressort loin devant les autres, quoi. Federer, moi, ce qui me fascine toujours le plus, sans même parler de son jeu, c'est lorsque vous écoutez ou que vous lisez les retranscriptions des conférences de presse qu'il donne après les matchs. Il a toujours quelque chose d'intelligent à dire sur son adversaire, sur la façon dont il a joué. Récemment à l'US Open, vous savez, il est dans des conférences de presse, il y a des dizaines, parfois des centaines de personnes devant lui qui lui posent toutes sortes de questions, vraiment dans tous les sens, et il trouve toujours le moyen de répondre intelligemment à chaque question. Il y a un journaliste italien qui lui a demandé son avis sur la finale 100% italienne du tournoi féminin. Il lui a donné une réponse dans laquelle il faisait l'histoire récente du tennis italien. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel de plein de façons différentes, et c'est avant tout quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et je crois que c'est ce qui fait qu'il est si aimé dans le monde entier, c'est qu'il est beaucoup plus qu'un joueur, et c'est une personnalité, vraiment. Et maintenant, dans un tout autre contexte, il y a aussi le phénomène de l'e-sport qui se développe, donc les compétitions sur des jeux vidéo. Est-ce que vous y intéressez ? Est-ce que la RTS s'y intéresse ? Alors, ça tombe bien parce que j'ai travaillé sur un magazine sur le sujet il y a de ça quelques semaines, qu'on a diffusé dans un sport dimanche,
Donc ça m'a permis de me plonger dans ce monde-là. Je me suis effectivement rendu compte à quel point c'était quelque chose d'énorme et qui est vraiment aux portes maintenant du grand public. Il n'y est pas encore à mon avis. C'est vraiment une génération pour le moment. Il faut avoir en dessous d'un certain âge pour être là-dedans. Mais cette génération-là, demain, eh bien, elle sera à ma place. Et je pense que les e-sports vont trouver leur place dans le grand public. Déjà aujourd'hui, ils sont diffusés sur des chaînes de sport aux États-Unis. J'ai vu que c'était aussi sur le site de l'équipe. Donc ça arrive. Le défi, ce qui sera intéressant, ce sera de voir exactement où ils trouvent leur place. Est-ce que ce sera un autre sport, hein, est-ce que ça entrera dans la catégorie du sport, ou est-ce que ce sera quelque chose de complètement nouveau et qui va concurrencer le sport? Je n'ai pas la réponse. Et vous pensez qu'en Suisse, il y aura un public pour ce genre d'événement? Parce qu'on sait qu'en Corée, par exemple, c'est déjà très développé, il y a des foules qui vont assister à ces matchs. Mais est-ce qu'en Suisse, il y a du monde qui est intéressé, vous pensez? Oui. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, ce sont des adolescents ou de jeunes adultes. Mais ils sont là, on les connaît, je les ai vus, je les ai rencontrés. Donc en Suisse, comme dans beaucoup de pays, alors on est loin effectivement de la folie coréenne où c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé là-bas, qui sera peut-être difficile à égaler en Suisse, mais oui, l'intérêt est aussi très grand ici, donc je pense que ce sera aussi le cas en Suisse. Et on va finir avec cette dernière question. Par rapport au journalisme sportif, quels sont pour vous les grands défis futurs qu'il devra relever? Il y en a beaucoup. Je pense qu'ils sont associés au défi du journalisme en général, parce que le plus grand défi, ce sera l'adaptation continuelle. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont été autant remis en question que le journalisme depuis 10 ans. Chaque année, il y a de nouveaux modèles. Ça devient toujours plus dur. Le métier de journaliste est de plus en plus précarisé, critiqué. C'est le moins que l'on puisse dire. Je suis incapable, par exemple, aussi de vous dire à quoi ressemblera la RTS dans 10 ans. Je ne sais pas à quoi ressemblera 24 heures. Dans 10 ans, je ne sais pas quelle forme ça aura. Donc, le grand défi, c'est de ne pas se refermer et de ne pas refuser les progrès qui sont devant nous. Et au contraire, il faudra les embrasser. Mais c'est justement la grande inconnue, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ressemblera mon métier dans 5 ans, et alors encore moins dans 10 ans. Donc l'adaptabilité est le plus grand défi du journalisme. David Lemos, merci beaucoup. Alors, Merci. je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Oui, moi. Alors vous avez dit que vous êtes... Public en folie. Ouais, vraiment. Donc vous avez dit que vous suiviez beaucoup le Lausanne Sport quand vous étiez jeune. Enfin, est-ce que vous croyez justement à cette équipe cette année qui mise beaucoup sur la jeunesse? Ou une ascension au Super League, vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible, oui. Je pense que il n'y a pas d'équipe qui est au-dessus de toutes les autres. L'année passée, avec Servette et Lugano, on avait vraiment 2 très bonnes équipes. On sait ce qu'il est advenu de Servette, et puis Lugano maintenant est monté. Je pense que c'est beaucoup plus équilibré et que Lausanne a un très joli profil, a fait revenir des anciens qui apportent une structure à cette équipe, et je pense aussi dans le vestiaire. Ils ont un entraîneur qui est extrêmement compétent, qui est très respecté. Je l'ai vu travailler, c'est quelqu'un qui a vraiment un charisme fou. Et il y a du talent dans cette équipe. Effectivement, il y a de jeunes joueurs, mais qui sont plus non plus des gamins. D'ailleurs, on nous ment un petit peu sur la marchandise. On nous dit c'est une équipe de gamins. Non, c'est pas vrai. Il y en a 2 ou 3 qui ont 17-18 ans, mais la plupart de ces jeunes ont quand même plus de 20 ans. Donc c'est plus non plus... Ils sortent pas du berceau, quoi. Mais justement, ils ont une maturité et ils sont très bien entourés. Et
je m'attendais plutôt à ce que les débuts soient difficiles et que ça aille en progressant. Or, ça a bien commencé. Donc, je suis assez optimiste. Merci. Je crois qu'on va mettre un terme à la rencontre avant que quelqu'un veuille poser encore une question. David Lemos, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et on se retrouve alors demain sur le stand du labo.